épisode 101, comment Luca Lampariello a appris le français. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme et que la rentrée s'est bien passée, que le retour de vacances n'a pas été trop dur. Moi, j'ai pas vraiment pris de vacances cet été, mais j'ai quand même l'impression que c'est la rentrée. Et je suis très content parce que récemment, j'ai eu la chance d'interviewer une personne que j'admire, Luca Lampariello, le célèbre polyglotte italien. D'ailleurs, je dois vous remercier parce que c'est grâce à vous que je l'ai rencontré. Je vous avais parlé de lui dans un épisode et ça lui est revenu aux oreilles. Autrement dit, certains d'entre vous lui ont dit que je l'avais mentionné. Et comme il était de passage en Pologne cet été, il m'a contacté pour prendre un café. J'étais super content parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé ma carrière de prof. Je regardais toutes ses vidéos sur YouTube. Déjà parce que c'est impressionnant de voir quelqu'un capable de parler une dizaine de langues. Et puis parce qu'il donne plein de conseils très pertinents sur l'apprentissage, dont certains que j'ai essayé de vous transmettre à mon tour. Donc on peut dire que la boucle est bouclée. Je vous ai parlé de Luca dans le podcast, vous lui avez dit, il m'a contacté et aujourd'hui, vous allez l'entendre dans le podcast. D'ailleurs, il m'a lui aussi interviewé, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder la vidéo sur sa chaîne YouTube. Ah oui, et l'interview d'aujourd'hui est aussi disponible en vidéo sur la chaîne YouTube Inner French, si vous voulez la regarder. Voilà. Maintenant, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre conversation. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir sur la chaîne Luca Lampariello. J'imagine que certains et certaines d'entre vous le connaissent déjà. Alors aujourd'hui, avec Luca, on va parler évidemment de l'apprentissage du français, de la langue dans le couple aussi, un sujet assez important, il me semble, de la vie en France et un petit peu à la fin d'un sujet un peu plus polémique, la tendance qu'ont les Français à corriger peut-être un peu trop les personnes qui apprennent les langues. Alors pour commencer, Luca, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore ? Bien sûr, tout d'abord, ravi d'être ici, merci pour m'avoir invité. Je suis Luca Lampariello, avec la prononciation italienne, c'est Luca Lampariello. Et je suis italien et je suis prof de langue, ou bien coach de langue, c'est-à-dire j'aide les gens à comprendre en fait comment apprendre les langues de façon plus efficace. Et j'ai une chaîne qui s'appelle Luca Lampariello, pas trop de fantaisie là-bas. J'ai aussi un site où j'enseigne en fait, j'ai un blog où j'enseigne comment apprendre les langues qui est ma plus grande passion en général. Donc tu te présentes pas comme polyglotte ? J'aime pas trop l'étiquette polyglotte dans le sens que, en fait, j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre le mot polyglotte, tu vois. C'est toujours polyglotte ici, polyglotte ici. J'étais un peu... je me rappelle que, par exemple, dans des fêtes, il y a des gens « Ah, le polyglotte !» Ah, tu as parlé avec le polyglotte. Je suis une personne plutôt qu'un polyglotte. Oui, c'est vrai que les polyglottes, c'est des gens qui parlent plusieurs langues. Mais je ne me présente pas comme polyglotte. Okay. Même si j'écris polyglotte, en fait, parce que sur YouTube, en général, moi, je pense que c'est une étiquette, mais ça aide en général d'écrire polyglotte sur les vidéos, sur les titres des vidéos. En général, je n'aime pas me présenter comme polyglotte. Alors, pour commencer, donc, on va revenir un peu sur la façon dont tu as appris le français. Donc, il me semble que tu as commencé au lycée, non ? J'ai commencé, en fait, à l'âge de 13 ans. Non, à l'âge de 10 ans, à l'école secondaire. Je pense que... en italien, en Italie, on l'appelle scuola secondaria, scuola media. Je pense qu'en français, c'est l'école secondaire, quelque chose comme ça. C'est l'école primaire. C'est l'école primaire. Ouais. J'avais 10 ans. Donc, j'avais 10 ans, j'ai fait 3 ans de scuola media dans le système italien. J'avais commencé avec le français et l'anglais. Donc, j'ai fait 3 ans d'anglais et français. Et après, au lycée, j'ai continué que avec le français. Et pourquoi tu as choisi le français et pas l'espagnol, par exemple, ou l'allemand ?
Alors, c'est une bonne question. Le fait, c'est que à l'époque, on parle il y a 30 ans, parce que j'ai 40 ans maintenant, donc quand j'avais 10 ans, il n'y avait pas trop le choix. Il n'y avait que l'anglais ou le français. Ou bien les deux, à l'école primaire ou scuola media en Italie. Et il n'y avait pas trop le choix. C'est espagnol, allemand, chinois, c'est pas comme maintenant. Donc, j'avais le français, ou bien l'anglais, ou les deux. Ça, c'était quand j'avais 10 ans. Quand j'étais au lycée, j'avais que anglais ou français. Donc, c'était un peu par défaut. C'était un peu par défaut, mais aussi le fait que fait, j'ai continué avec le français et pas avec l'anglais, c'est à cause du fait, ou grâce au fait que mes parents avaient décidé d'embaucher une prof privée d'anglais. Donc, on s'est dit, je me rappelle vaguement parce que j'étais petit, mais je me rappelle que que mes parents, en fait, ils m'ont dit, Lucas, tu as déjà une prof privée d'anglais, peut-être tu peux continuer avec le français. Et c'était, je crois, une bonne décision en général. Ouais. Ok. Et comment était perçu le français dans les écoles italiennes à l'époque où toi, tu l'as appris? C'est une bonne question. À vrai dire, je sais pas trop dans le sens que le français, en fait, le fait qu'il y avait le français, qu'on pouvait choisir entre l'anglais et le français, ça indique que le français était considéré une langue importante. C'est encore considéré une langue importante, en général, parce que c'est important. C'est la seule langue parlée dans les 5 continents, on dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais en général, je pense que c'était perçu comme une langue importante, une langue de prestige. Donc, par exemple, il y a le Châteaubriand, c'était un lycée pour francophones. Il y avait où les parents, il y avait les gens qui étaient aisés, disons, envoyaient leurs enfants à l'école. Et parler français, ça faisait chic, tu vois. Donc, je pense que on percevait l'anglais, on perçoit encore le français, comme une langue importante. Mais je pense que maintenant, l'anglais a pris le relais. C'est-à-dire, maintenant, c'est plus relevant pour les gens. Les gens se disent, OK, tu veux parler français, c'est beau, c'est chic, mais c'est pas si important que l'anglais, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est pas si utile en tout cas. Pas si utile. Si tu habitais en France comme je l'ai fait, c'est très utile parce qu'en France, comme en Italie, les gens ne parlent pas trop anglais. Vous voyez, les jeunes peut-être, mais l'anglais c'est plus utile, effectivement, d'un point de vue général. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est grâce à tes cours à l'école que tu as acquis un tel niveau et une telle aisance en français? Oui et non, dans le sens que moi, je dis tout le temps, mon conseil général, un conseil que je donne à tout le monde, c'est que si tu apprends une langue à l'école, c'est important. La chose la plus importante, c'est, disons, 90% de ce que tu fais au dehors de la classe, c'est ce qui fait la différence. Quand j'ai commencé à apprendre le français à l'école, je me rappelle très bien que j'ai découvert qu'on pouvait regarder France 2. À l'époque, c'était Antenne 2. T'imagines, je suis vieux. J'avais découvert que pas seulement tu pouvais regarder Antenne 2, c'était que la seule chaîne que je pourrais regarder de l'Italie. Mais à la télévision. Donc. À la télévision, parce qu'on n'avait pas Internet. Internet, ça existait, mais c'était pas... Tu vois, il n'y avait pas de vidéo, c'est sûr. Il n'y avait pas de vidéo. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à regarder la télévision, Antenne 2, France 2, tous les jours, tous les soirs. C'est-à-dire, je rentrais à la maison et après avoir dîné avec mes parents, tout le temps, tous les soirs, je regardais une émission de télé. C'était un débat, c'était, je sais pas, un film. Et en fait, ce que j'ai fait, je l'ai encore chez moi, je ne sais pas où c'est exactement, c'était un cahier où je notais frénétiquement tout ce que je pouvais noter. Tous les détails, le jargon, tu vois, les expressions et tout ça, parce que j'avais les sous-titres. Je pouvais regarder Antenne 2, les émissions de Antenne 2 / France 2 avec les sous-titres. Et ça, pour moi, c'était incroyable. Je me suis mis à écrire tout ce que je pouvais et ça restait parce qu'après, je révisais. C'est ça ce qui a fait vraiment la différence. À l'école, surtout au lycée, j'ai eu une prof qui était très forte. C'était Haussmann. Elle était la nièce du célèbre architecte Haussmann qui a refait l'architecture de Paris. Et elle nous parlait qu'en français.
Donc, c'était un peu atypique. Elle était très forte, elle était très douée, elle était très passionnée, ce qui m'a beaucoup aidé. Mais en général, c'était pas suffisant. Même si on parlait français à l'école, on faisait de la littérature. C'était vraiment centré sur la grammaire. Donc, finalement, ce qui a fait vraiment la différence, c'est la télévision. C'est la télévision et pendant 2 ans. 2 ans, je me rappelle qu'après, j'ai fait des vacances en Écosse. Et là-bas, j'ai commencé vraiment à parler pour la première fois avec des gens. Et le fait que j'avais passé des heures et des heures et des heures en regardant la télévision, là, ça a été vraiment incroyable. Ça a eu un effet époustouflant. Je ne sais pas si on peut dire époustouflant. Mais... Et pourquoi tu avais une telle motivation pour apprendre cette langue? C'est une bonne question. La vérité, c'est que si je regarde en fait en arrière, quand j'avais 10 ans déjà, quand j'avais 11 ans, j'écrivais, je faisais des listes de langues que je voulais apprendre. Okay. Donc je pense que j'ai toujours voulu apprendre des langues étrangères, mais en général mes parents on a toujours parlé de culture, de langue, par exemple mon papy, mon grand-père, il était très passionné par les maths et surtout aussi par les langues étrangères, ma tante. Donc, c'était cette passion on parlait tout le temps à l'école, et donc, en famille. Et j'ai fini par... le français, je l'adore en général, c'est une langue que j'adore. C'est très semblable, c'est pareil à l'italien pour beaucoup d'aspects, mais en général, j'adore comme ça sonne. Et c'était la passion pour la culture. J'étais très passionné par la culture. Mon papa me disait tout le temps, si tu apprends tous les jours, quoi que ce soit, après tu vas avoir un avantage énorme parce que tu vas pas seulement comprendre le monde, mais tu vas comprendre toi-même. Et je pense que les langues, c'est un outil pour comprendre toi-même, pour comprendre le monde en tant que citoyen du monde. Et tes parents parlaient français aussi? Mon papa parlait anglais, français et allemand, mais il disait lui-même qu'il n'était pas très doué en langue, c'est-à-dire qu'il connaissait les langues, il les connaissait bien parce qu'il il était à l'université, ils écrivaient des articles scientifiques en anglais, par exemple, et il avait étudié les langues, mais il était un peu timide, donc il avait du mal avec la prononciation. Il était bon en langue écrite, mais pas trop en langue, disons, quand il s'agissait de parler aux gens et parler la langue, articuler les sons. Et il y a une autre étape très importante pour ton apprentissage du français, dans une auberge de jeunesse à Prague, il me semble. Ouais. En fait, moi je pense que une langue comme Katolom, c'est une polyglotte hongroise très connue, elle disait tout le temps qu'une langue étrangère, c'est quelque chose qui vaut la peine d'apprendre, qui vaut la peine d'apprendre même un tout petit peu. Même mal. Même mal. Et moi, en fait, ce qui s'est passé avec le français, ce qui s'est passé aussi avec d'autres langues, c'est que au début, tu commences à apprendre une langue parce que tu te dis, ok, je vais commencer. Le français, je ne savais pas pourquoi j'avais commencé parce que la vérité, c'est que c'était une langue, c'était une matière à apprendre à l'école. Donc, je n'avais pas écrit, je veux apprendre le français parce que je veux parler avec Sophie Marceau. Après, je commençais à fantasmer, m'imaginer de parler avec des filles françaises et tout ça. Mais en général, ce qui s'est passé, quand il s'agit de plusieurs langues, en fait, c'est que j'ai appris pendant beaucoup de temps, tu vois, vous qui apprenez le français, parfois on se dit, pourquoi est-ce que j'apprends? Parce que c'est les bouquins, tu apprends avec des livres, tu regardes de la grammaire, tu n'as pas de contact avec les gens. Mais il y a des moments dans la vie qui font la différence. Quand tu rencontres une personne, ça peut être une fille, ça peut être un mec, ça peut être un ami. Et là, j'étais à Prague. Et je me rappelle que j'étais avec trois potes à moi, on faisait un tour de l'Europe. Et en fait, la première étape, c'était justement Prague. Et j'ai vu cette fille très mignonne avec 2 autres filles, des amies, et elles étaient assises. Et bien sûr, j'ai entendu parler français. Je lui dis, est-ce que vous êtes française? Et cette question, c'était la icebreaker, non? Et on a commencé à parler, est-ce que tu es français? Non, je suis italien. Et après, Après, on a commencé à parler, et une fois qu'on a commencé à parler, après, on s'est connus, et tu vois. Et vous avez commencé à une relation, on peut dire.
Oui. On a commencé une relation. La chose qui m'a frappé, c'est que tout de suite, en fait, on s'est plus. Et après, j'ai décidé, je me rappelle très bien, j'étais désespéré parce que quand j'ai quitté Prague, je devais quitter Prague parce que les filles, elles étaient restées à Prague. Et nous, on était partis pour aller à Cracovie, en Pologne. Et je me rappelle que je l'avais laissé il y a 13 ans, 14 ans. J'avais laissé mon email, mais j'étais très déçu parce que j'avais pas son téléphone. Et j'étais très déçu qu'elle m'avait pas répondu. Et tout à coup, en fait, elle m'a répondu. Elle m'a dit 2 semaines plus tard, je suis à Nice. Et elle m'avait dit qu'il n'y avait pas Internet, tout ça. Et je suis allé à Nice parce que j'ai compris que parfois, j'étais rentré à Rome. J'étais à Rome en août et je me suis dit, j'ai rien à faire. Je vais à Nice. Et là, on a eu plus de temps pour se parler. Pour faire connaissance. Pour faire connaissance. Et le français, ça fait une différence énorme. Parce que si je n'avais pas parlé français, cette question, parfois, les gens sont, surpris, étonnés que tu parles leur langue. Et ça aide énormément. Donc, grâce au français, j'ai rencontré mon ex-copine. Et après, grâce à mon ex-copine, j'ai amélioré mon français. Et ensuite, c'est une histoire qui s'est un peu répétée avec d'autres ex, il me semble. Mais est-ce que c'est toujours toi qui adoptes la langue de ta copine, ou est-ce que parfois elles ont aussi envie d'apprendre l'italien et de pratiquer avec toi? Comment ça se passe? Alors, pour ma copine française, en fait, quant à mon ex-copine française, elle a fini par apprendre l'italien très bien. Elle a utilisé ma traduction bidirectionnelle que je lui avais donnée, à 6000 et tout ça. Et après, elle a commencé, elle a appris l'italien. Mais au début, et de toute façon jusqu'à la fin, notre relation, c'était toujours en français. Peut-être un peu en italien quand elle a fait l'Erasmus en Italie. Mais en général, disons que c'est grâce aux langues que j'ai rencontré mes copines, des filles. Et ça dépend. Je ne suis pas tyrannique dans ce sens. Donc, s'il y a, par exemple, mon ex-copine russe, on parlait en anglais et on parlait en russe. Elle écrivait plutôt en russe et on parlait plutôt en anglais. Ça dépend après de la situation. Par exemple, quand on a rencontré ses parents, on parlait russe parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Mais de toute façon, je finis toujours par parler beaucoup la langue de ma copine parce que c'est les circonstances. Mais si elle voulait, par exemple, apprendre l'italien, et ça s'est passé avec mon ex-copine française, mon ex-copine russe, eh ben, c'est génial. Moi, on finit par faire moite-moite et je suis content. Hein. Je suis pas un mec qui veut nécessairement que pratiquer sa langue cible. C'est pas avoir des partenaires de conversation gratuits. Oui, exactement. C'est pas que j'apprends les langues pour draguer les filles et je drague les filles pour apprendre des langues. Non, c'est quelque chose qui arrive en fait. Mais je dis tout le temps que les langues, si tu connais une langue, si tu connais le français, l'anglais, d'autres langues, c'est un outil que tu peux utiliser. Ça ouvre des portes tout le temps. Donc, tu rencontres une personne, tu commences à parler leur langue. C'est la façon la plus surprenante, la plus étonnante, non d'impressionner une personne parce que, tu vois. Parce que moi, au contraire, avec mes élèves, j'entends souvent, ils se plaignent souvent qu'ils veulent parler anglais avec qu'ils veulent parler français, avec leur partenaire qui est français ou française. Mais leurs partenaires, en fait, préfèrent parler anglais et ils ont du mal, justement, à passer à l'autre langue. Et ça va un peu contre cette réputation des Français qui sont censés parler seulement français. En fait, maintenant, il y a beaucoup de Français qui apprennent l'anglais, qui parlent bien l'anglais et qui veulent le pratiquer. Est-ce que toi, tu as des conseils, justement, pour réussir à changer un peu la dynamique dans le couple et mieux équilibrer, peut-être, l'utilisation d'une langue ou de l'autre ? Moi, je pense qu'il faut toujours discuter, il faut toujours être ouvert, être très clair, en fait, et établir des espaces. On peut faire quelque chose de très progressif, dans le sens quand tu peux pas te lever un jour et dire à ta copine ou ton copain, eh ben on change de langue. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut tout d'abord prendre une décision. Il faut se dire, ok, est-ce que je veux vraiment pratiquer le français ou chercher à parler français avec ma copine française, par exemple. Et là, ce que je conseille normalement, c'est de parler avec ta copine ou ton copain et de lui dire, j'aimerais bien parler français peut-être 20 minutes par jour avec toi, je sais pas, pendant le dîner ou après le dîner. Donc, créer des petits espaces parce que c'est pas très facile de changer la dynamique d'un rapport si ça fait 3 ans ou 4 ans que tu parles toujours anglais avec... Je connais
une énormité de gens, de couples qui ont commencé avec l'anglais. C'est très difficile de changer à une autre langue. Donc, mon conseil, c'est prendre une décision. Si tu veux prendre une décision concrète, te dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour changer? Crée des petits espaces ou des moments ou des circonstances dans lesquels tu peux chercher à parler et pratiquer. Et tu dis clairement à ta copine ou ton copain, ça c'est un espace pour parler le français. Comme ça, ils le savent. Et après, petit à petit, tu peux commencer à parler le français. Un autre conseil, bien sûr, c'est que si tu as un copain ou une copine française, tu peux aussi commencer à pratiquer avec d'autres gens sur Skype, par exemple. C'est pas incroyable, c'est pas bizarre de parler sur Skype avec un prof de français, même si tu as un copain ou voire une copine française, ou même si tu habites dans le pays, parce que de toute façon, si tu as le problème de parler en français avec ton copain ou ta copine, il y a d'autres façons de le faire. En plus, peut-être que votre copain ou votre copine n'est pas un bon professeur, donc ça peut valoir la peine justement de chercher soit un autre partenaire de conversation, soit un prof, un tuteur sur italki, pour après gagner cette aisance qui va vous permettre de discuter plus facilement avec votre copain ou votre copine, qui est peut-être pas forcément très patient, par exemple. Tout le monde n'a pas les qualités pour être un bon prof ou un bon partenaire de conversation. Je pense que c'est un point excellent. Le fait que ça soit ton copain ou ta copine, ça signifie rien parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés, il y a des gens qui peuvent t'aider peut-être mieux. Et après, tu peux commencer à parler avec ton copain ou ta copine. Je me rappelle, j'avais une amie qui était terrorisée par l'idée de parler espagnol avec son copain parce que son copain, dès qu'elle ouvrait la bouche, elle se foutait un peu de sa gueule, donc c'était un peu bizarre, mais ça arrive. Donc si c'est comme ça, 2 conseils, donc commencer à pratiquer toi-même avec d'autres personnes sur Skype par exemple si tu as la possibilité, et 2, créer des petits espaces, des petites conversations quotidiennes, 5 minutes, tu commences par 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, en disant clairement à ton copain / ta copine que tu veux pratiquer le français parce que tu veux améliorer le français. Très bon conseil. Je pense que je vais le mettre en application avec ma copine. Donc après, à un certain moment, tu as déménagé en France. Tu t'es installé à Paris, il me semble. Donc c'était avec ta copine ou... Oui, j'ai déménagé, je pense que c'était décembre 2010. Et je me rappelle très bien que quand j'ai déménagé parce que j'avais fini l'université, je ne savais pas exactement quoi faire. Moi, je suis ingénieur électronicien, donc je me suis dit peut-être je peux trouver un travail, un job à Paris, à Paname, comme ingénieur. Mais finalement, quand je suis arrivé, je me rappelle très bien, j'étais dans cette chambre de bonne. Je sais pas, c'était 17e étage, non, je blague. C'était 7e étage, sans ascenseur, c'était vraiment très petit, et la neige tombait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Et je me rappelle que, après, j'ai reçu un courriel d'un mec qui avait vu mes vidéos sur YouTube, et il m'a dit, est-ce que tu veux être mon prof d'italien? Je me suis dit, bien sûr, oui, pourquoi pas. Et donc là, j'ai commencé à donner des cours en ligne, et après, quelques mois après, j'ai commencé à fréquenter, disons, une école de ESIT. C'est une grande école pour interprétation de conférences. Okay. Donc, je suis resté à Paris et après, je suis resté à Paris pendant 3 ans, voire 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Okay. Et donc, à ce moment-là, tu parlais déjà très bien français ou Alors, j'avais rencontré mon ex-copine en 2007. Quand j'ai rencontré mon ex-copine, je me rappelle très bien, j'ai même une vidéo sur le pont de Charles, je me rappelle, Charles V, Charles. Elle avait fait une vidéo où je parlais français, je me suis dit, oh là là là. J'avais un accent. J'avais pas un accent à couper au couteau, mais j'avais un accent italien parce que j'étais rouillé, parce que j'avais appris le français, mais je l'avais pas parlé pendant 3, 4, voire 5 ans. Et quand j'ai rencontré mon ex-copine, du coup, j'ai commencé à parler avec elle, ça allait très vite. Au bout d'un an, parce qu'on parlait 2-3 heures au téléphone par jour quand j'étais rentré en Italie. Avant, on se voyait, moi j'allais en France, elle venait à Rome. Je pense qu'au bout de 6 mois, je parlais bien, je parlais couramment.
Mais donc, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise en ce qui concerne la langue. Mais être à l'aise en ce qui concerne la langue, c'est pas suffisant parce que quand tu déménages dans un pays, il y a des trucs auxquels tu n'es pas habitué. EDF, l'électricité, le téléphone, la banque. Ça, j'ai eu des difficultés. Même pour les Français, c'est compliqué parfois. Ah oui. Ce genre de formalité administrative, c'est toujours une prise de tête. En Italie, c'est la même chose. En Italie, c'est la même chose, mais si tu le fais dans un autre pays, dans une autre langue, t'es pas habitué. Donc, mon ex-copine m'a aidé, mais je me rappelle très bien que j'étais désespéré. La chose la plus difficile, en fait, au moment où je suis arrivé en France, c'était de trouver un appart. On le sait, trouver un appart à Paris, c'est un cauchemar absolu. Je ne sais pas si c'est encore un cauchemar. C'est toujours le cas. C'est encore pire, mais quand je suis arrivé en 2010, en fait, j'étais chez elle. Parce qu'avant de trouver un appart, j'ai employé beaucoup de temps. Je me rappelle, j'ai trouvé un appart, après j'ai déménagé. La deuxième fois, on avait besoin d'un dossier. Je me rappelle, j'ai appelé, par exemple, ces annonces sur Internet. Et il y avait la femme qui elle était une femme un peu vieille, un peu âgée, elle était très sympa, on a bavardé au téléphone. Après, elle m'a dit « Ah, le monsieur n'est pas français ?» Bah alors, il y a un problème là, parce que je sais pas, j'ai pas bien compris, mais c'était compliqué. Ça, c'est la chose la plus compliquée en absolu. Après, la deuxième chose compliquée, c'était de ouvrir un compte en banque. Si tu n'as pas un téléphone, tu peux pas ouvrir un compte en banque. Si tu n'as pas un compte en banque, tu peux pas avoir un téléphone, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai. J'avais eu exactement le même problème à Londres, en fait, quand j'ai fait mon échange là-bas. Donc je pense que c'est un peu le cas dans tous les pays, finalement. Oui, mais c'est pas des difficultés énormes en général. Je me rappelle avec... quand j'ai passé 3 ans à Paris, après j'ai vu Paris... j'ai fréquenté Paris, entre guillemets, pendant 7 ans ou quelque chose comme ça. Moi, j'adore, mais c'est vrai que c'était un peu difficile de vivre à Paris pour plusieurs raisons. Mais je pense que l'une des façons de grandir, non pas de grandir, de croître comme personne, c'est de vivre des expériences, c'est d'avoir des difficultés. Et quand tu vas à l'étranger, nécessairement, tu auras des difficultés qui te font grandir. Donc, je suis très content que je suis allé à Paris. Je suis très content de toutes les expériences que j'ai eues à l'étranger et en France en particulier. Et justement, une des grandes difficultés dont on parle souvent par rapport au français, c'est la différence entre le français écrit et le français oral. Est-ce que toi, justement, quand tu es arrivé à Paris, tu avais cette impression que les gens parlent une autre langue que celle que tu as apprise, ou est-ce que grâce à ta copine, tu étais déjà plutôt à l'aise avec le français plus informel ? Non, je dois dire que grâce à ma copine, grâce à mon ex-copine et au fait que j'ai passé beaucoup de temps avec sa famille, avec ses potes et tout ça, j'étais déjà habitué. En plus, j'avais regardé une énormité je me rappelle de télévision, d'émissions, de films. Et donc, je me rappelle par exemple que il y avait 2 films qui m'ont frappé. L'un, c'était pour des raisons très différentes. L'un, c'était La haine. Parce que c'était du jargon. En fait, le français, ça change très vite. Donc, comme on parlait il y a 20 ans dans La haine, dans les banlieues, dans les cités, c'était différent de comment on parle maintenant. Mais en général, ça m'a frappé parce que les gens parlaient le verlan. En français, il y a ce phénomène de dire femme, meuf, flic, keuf et tout ça. Donc ça m'a frappé parce que je me suis dit, c'est pas la langue à laquelle je suis habitué à l'école. Et deuxième, la chose qui m'a frappé, c'était... j'ai regardé un film qui s'appelle Le déclin de l'Empire américain. C'est un film québécois. Et j'étais persuadé que c'était des Français qui étaient bourrés. Après, parce que... Alors, j'adore le québécois, mais quand j'avais 15 ans, 14 ans, je ne me rappelle pas, j'avais pas trop... Mes expériences, mes horizons, disons, culturels n'étaient pas... Voilà, donc je sais même pas si je savais qu'au Québec, qu'au Canada, on parlait français. Donc j'étais persuadé que ces gens, il y avait quelque chose qui allait pas
tout au long du film. Donc, on passe le bonjour à tous nos amis québécois. C'est un accent très joli qu'on apprécie. Donc, j'adore absolument le film, c'était génial. Et j'ai vu d'autres films. Après, je me suis habitué. J'ai rencontré aussi des Canadiens, des Québécois. C'est génial de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Par rapport aux difficultés, la différence entre français oral et français écrit. Non, disons que non, parce que c'est grâce à ma copine en fait et grâce au film que en fait j'avais de la chance parce que à l'école on a fait beaucoup de grammaire et surtout beaucoup de dictée. Donc la prof Osman nous a enseigné. J'avais une bonne vision, disons, du français écrit et le rapport entre le français écrit et la langue parlée et la langue écrite. Je me rappelle qu'il y avait Sébastien, qui était un pote à moi qui était dans la même classe, il était français. Lui, il avait des difficultés énormes parce il avait déménagé en Italie, donc il était français de souche, mais il était en Italie parce que ses parents ils avaient déménagé à Rome. Il avait des difficultés énormes à l'écrit. Il parlait parfaitement, mais il avait des soucis énormes à l'écrit parce qu'ils n'avaient jamais écrit le français. Il l'avait entendu, mais pas écrit. Donc, mon conseil, en général, moi... quant à l'apprentissage des langues en général, je dis tout le temps, si tu peux, apprends la langue écrite pendant que tu apprends la langue parlée, c'est-à-dire tu as la possibilité de lire et écouter. Hugo, il a des podcasts avec des transcriptions, et donc je suis sûr que vous le faites. Tu écris et tu lis, et naturellement, le cerveau apprend comment la langue écrite fonctionne par rapport à la langue orale, ou le contraire. Ça, pour moi, c'est très important. Après, si tu veux parler et entendre la langue, parler et pas la langue écrite, c'est ok, tu peux le faire, mais je pense que ça vaut le coup aussi d'apprendre comment la beauté de la langue écrite, surtout le français. Vous faites des dictées en Italie pour l'italien? Non, on ne fait pas des dictées. L'italien, ça s'écrit comme on parle, comme ça se prononce, donc il n'y a pas de souci. Mais je fais beaucoup de dictées pour le français. Et pour finir, je voulais qu'on parle un peu de la correction. On dit souvent que les Français ont tendance à beaucoup corriger, aussi bien à se corriger entre eux, donc on corrige beaucoup les enfants quand ils font des erreurs. J'ai remarqué que c'était plus le cas qu'en Pologne, par exemple. En Pologne, on laisse les enfants faire des erreurs et se corriger eux-mêmes au fur et à mesure, ce qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs, c'est tout aussi efficace. Est-ce que toi, quand tu étais en France, tu avais l'impression que les Français te corrigeaient beaucoup ou pas plus qu'avec les autres langues que tu as apprises? C'est une très bonne question. La vérité, c'est que ma copine me corrigeait de temps en temps, son papa me corrigeait de temps en temps, les gens dans la rue, pas trop. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, avec les Français, ils sont très... Au moins, la famille de ma ex-copine, mais en général, j'ai remarqué, ils sont très fiers de leur langue, de leur culture, de leur bouffe, de leur cuisine. Donc, si tu parles français, c'est important de parler bien. Donc, c'est pas comme en Italie. En Italie, la différence, c'est que les gens ne te corrigent pas trop. Mais surtout, ils sont très contents si tu parles. Si tu dis 2 ou 3 phrases en Italie, ah ouais, oui, ils commencent à te raconter l'histoire de leur vie. Même chose ici en Pologne, parce qu'on est à Varsovie. La chose qui m'a frappé, par exemple, c'est qu'au début, tu vois, par exemple, je suis entré dans des taxis. Et le mec, là, normalement, ils ont sur la cinquantaine, ils sont 50 ans, 60 ans. Au début, ils te voient, surtout moi, et ils me disent, OK, ce mec, il est étranger, donc il parle pas trop. Après, quand ils s'aperçoivent, en fait, que je parle polonais, ils commencent à te raconter l'histoire. Toute leur vie. C'est un mec qui m'a raconté qu'il avait, je sais pas, il avait 70 ans, il m'a raconté le communisme. Mais j'étais fier de pouvoir parler avec lui. Après, je me rappelle, à l'aéroport, il m'a dit, mec, les Polonaises, elles sont très, très mignonnes. Tu viens de trouver une Polonaise. Il m'a dit un truc comme ça. Il était très sympa. Et donc, il est passé, mais c'est pas la première fois. Il est passé vraiment, c'était un peu, tu vois, il n'avait pas trop envie de parler. Après, il m'a raconté l'histoire de leur vie. En France, ça m'est arrivé. La dernière fois, il y avait des manifs et je me rappelle, je suis allé à l'aéroport en taxi avec un mec qui m'a raconté toute sa vie. Mais en général, je pense que il faut pas. Au moins, ça, c'était mon impression. Hein. Moi, je veux pas créer des stéréotypes. En France, si tu parles français bien, c'est mieux. Si tu parles français un peu comme ça, tu cherches à dire des trucs, alors les gens sont pas, je sais pas, sont pas trop. Parfois, ils sont un peu froids. Surtout à Paris, dans d'autres endroits, ça dépend. Et en ce qui concerne les corrections,
C'est un sujet très intéressant. Moi, je pense que les enfants, en ce qui concerne les enfants, tu as raison. J'ai aussi remarqué, en fait, en France, quand j'étais à l'école d'interprétation de conférences, mais là-bas, oui, parce que c'était la langue, on devenait des professionnels, donc on nous corrigeait, tout ça. Mais j'ai remarqué qu'il y avait cette tendance extra, disons, à corriger, à être très précis avec la langue, surtout parce que moi j'avais 2-3 langues actives, donc c'était l'anglais, le français et l'allemand, vers l'italien. Et il faut dire, les classes de français, c'était vraiment, ils allaient, c'était le détail, le détail des détails. Mais en général, je pense que corriger ou pas corriger, surtout les enfants, ça change pas trop. Les adultes, c'est un peu différent. Peut-être on va en parler maintenant. Oui, justement, toi, en tant que prof et coach, quelle relation tu as avec la correction? Est-ce que tu corriges systématiquement tes élèves? Comment tu fais pour leur donner du feedback, justement, sans les décourager, sans les démotiver? Alors, moi, je suis coach, je suis pas prof, donc normalement, il y a des conversations. Je peux faire des conversations avec eux en langue, mais en général, je leur enseigne comment avoir des conversations avec leur tuteur. Et je leur dis tout le temps que, en fait, il y a 2 ou 3 détails qui font la différence. Moi, je pense que être corrigé, c'est pas mal en général parce que dans mon cas, ça m'a aidé, par exemple, à arriver à un niveau un peu plus élevé dans certaines langues. Mais il faut savoir qui va te donner les corrections, quand et comment tu vas les intégrer. Donc, je leur dis tout le temps de faire quelque chose de très simple. Trouver une personne avec qui parler de sujets qui leur intéressent, ça c'est la chose principale. Se concentrer sur la communication et pas sur la langue. Donc, si toi tu étais mon élève, moi je te dirais, ok, si tu veux apprendre l'italien, non, imaginons que tu veux y apprendre l'italien, moi je te dirais, parle-moi de ce qui t'intéresse. Après tu commences à parler. Et moi, il y a plusieurs façons de corriger quelqu'un, mais si moi je t'interrompais tout le temps, toi, tu en aurais ras-le-bol, tu devrais être très démotivé. Donc, je leur dis tout le temps, si tu trouves un tuteur qui t'interrompt tout le temps et pense que t'interrompre tout le temps, c'est la solution, il faut que tu lui dises non, je veux pas être corrigé tout le temps parce que tu es en train de briser ma confiance et mon envie de communiquer. Donc, les corrections, tu peux le donner après. Par exemple, tu peux demander à ton prof ou ton tuteur de prendre des notes, ce que je fais. Donc, la personne parle, je prends des notes. Après, tu peux lui demander de te corriger. De se corriger. Non, tu peux demander au tuteur de te corriger. De dire, OK, est-ce que tu peux me donner les corrections maintenant? Tu peux parler pendant 1 minute, 2 minutes. Ou bien, tu peux lui dire, tu peux me donner toutes les corrections à la fin de la classe. Et après, avec ces corrections, parce que beaucoup de gens, j'ai été corrigé, j'ai vu les corrections, après, ils les ignorent. Il faut aussi chercher à les intégrer quand tu reçois une correction, sinon ça sert à rien. Donc, les conseils sont communiquer très bien avec ton prof ou ta prof et leur dire comment tu vas être corrigé. Ne pas recevoir des corrections tout de suite, mais recevoir des corrections soit après ce que tu as fini de parler, soit à la fin de la classe en forme écrite. Une autre chose très importante, c'est que parfois, ton prof, il est un peu paresseux. Donc, paresseux, voire paresseuse. Donc, si tu leur dis, tu vois, non, ils t'écoutent, ok, tu parles, ils te corrigent pas, pour eux, c'est parfait. Ils t'écoutent, ils font rien. Mais c'est important, en fait, de recevoir des corrections. C'est un travail aussi de la part des personnes qui t'écoutent. Et après, troisième, si tu peux réécouter la conversation, moi je fais tout le temps que je prends des cours de grec ou bien de hongrois, qui sont les langues que je suis en train d'apprendre activement, d'intégrer ces corrections. Sinon, ça sert à rien. Tu oublies, tu fais toujours la même faute. Tu continues à faire toujours la même faute. Il faut avoir un peu pas seulement de patience, mais être proactif avec les corrections, avec les erreurs. Et l'attitude, c'est tout. Mindset. Bon, ça me rassure parce que c'est ce que je faisais avec mes élèves justement. Donc, et moi, en fait, je notais les corrections et à la fin, je leur demandais de se corriger eux-mêmes. Je leur répétais la phrase et je leur demandais quel est le problème à ton avis dans cette phrase? Parce que là, plutôt que de leur donner tout de suite la correction, la solution, le fait de les pousser à réfléchir, en général, ça permet de mieux mémoriser aussi. Bon, ils ne pouvaient pas toujours trouver le problème, donc là, je leur donnais la réponse. Excellent. Moi, je faisais comme ça aussi pour les corrections écrites. Les gens ils écrivaient quelque chose, mes élèves, et après, je leur disais, OK, ici, il y a un problème. C'est quoi le problème? Et
Oui, tout à fait. Il y a des gens qui trouvent toujours il y a des gens qui trouvent la solution. Il y a d'autres gens qui ont difficulté. Mais le fait de faire un effort pour comprendre c'est où la faute, ça aide énormément au fil du temps. Donc surtout quand c'est la 3e ou la 4e, la 5e fois que c'est la même erreur et au bout d'un moment, justement, ça finit par exactement. Rentrer. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais à te poser, Luca. Merci beaucoup pour tes réponses. À mon avis, ça va être super utile pour vous qui apprenez le français. Si vous voulez en savoir plus sur Luca, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne, Luca Lampariello. Et tu as également un site maintenant avec ton cours pour ta méthode bidirectionnelle, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter le site de Luca. Merci Hugo, c'était très bien, c'était toujours un plaisir et on va se voir bientôt. Merci. À bientôt, ciao. Ciao.